quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour optimiser par téléphone. Donc là, on va être sur la régulation téléphonique d'un appel qui va être sur un centre du MAC. Comment on fait la régulation téléphonique, quelles questions on pose, comment on peut, à distance, alors qu'on n'a pas le malade sous les yeux, mais qu'on a des collègues qui sont au bout, on peut un peu les aiguiller, surtout comment on en discute, quoi, parce qu'il n'y a pas de... Vous allez voir qu'il n'y a pas de gold standard pour savoir qu'il faut faire les choses d'une certaine manière. C'est des patients très compliqués. On a déjà abordé hier le SDRH et l'enfant. Vous verrez, il y a certaines diapos qui ont déjà été présentées hier. Donc, on va faire une petite overview. Comment on évalue l'évaluation clinique, quelles questions on pose, pour le centre de Trousseau, quel protocole on a et à disposition comme document. Et puis en fonction des pathologies, alors j'ai screené les indications respiratoires d'un côté et puis les indications hémodynamiques, où là il y a des choses qui sont plus difficiles parce qu'on va avoir à la fois les chocs septiques, à la fois les défaillances cardiaques, donc on est sur des choses un petit peu plus compliquées peut-être. Alors la première chose, on a un appel téléphonique. La régulation, nous on n'a pas une régulation spécifique pour l'UMAC, c'est-à-dire que c'est le médecin régulateur, il régule aussi les appels pour des entrants du service. Et donc la première chose, ça va être le motif d'appel. Est-ce que c'est un patient qui a besoin de réanimation tout court? Est-ce que c'est un appel pour une ECMO ou une UMAC? Et dans ces cas-là, évidemment, la réponse ne va pas être la même. On n'a pas la même feuille d'appel. On ouvre un dossier UMAC et on va effectivement se poser plusieurs questions, c'est-à-dire déjà, quelle est l'évaluation clinique du patient, de l'évaluation respiratoire, hémodynamique, et puis la décision au bout de cette discussion. La décision, il y a plusieurs stratégies. C'est soit il n'y a pas d'indication d'ECMO au moment où on a l'appel, et donc il y a plusieurs possibilités. Soit le patient reste sur place, là où il est, et puis on va réévaluer la situation en collaboration avec l'équipe, de voir comment les choses elles évoluent. Soit il n'y a pas d'indication, mais on va décider de transférer le patient parce qu'il est à risque, parce qu'on sent qu'il y a peut-être potentiellement une aggravation dans les heures qui suivent. Et donc ce débat-là, je pense qu'on va en discuter parce qu'en fonction des différents centres UMAC, il n'y a pas du tout la même stratégie, ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend de l'intervenant sur place, ça dépend des ressources. Et donc déjà cette première dichotomie, elle est pas facile à gérer. De l'autre côté, il y a une indication d'ECMO au moment où on nous appelle. Et donc dans ces cas-là, il y a première question, est-ce que le patient est transportable? Et là aussi, c'est une question difficile parce que transportable, ça veut dire quoi? Si c'est je mets le patient dans un camion et je peux le transporter, oui, c'est toujours faisable, mais est-ce qu'il va s'aggraver? Est-ce qu'il sera plus mal à l'arrivée qu'au départ? Et donc ça, c'est une question difficile. Deuxièmement, le patient est non transportable. L'équipe sur place vous dit, sur le plan hémodynamique, sur le plan global, si on le met dans un camion, le risque il est majeur qu'il s'aggrave ou qu'il fasse un arrêt. Là, dans ces cas-là, on va être dans une indication claire du MAC et donc il va falloir gérer la suite. Et ça, c'est du côté de l'organisation de l'équipe mobile. Je vous ai mis cette flèche-là pour vous dire que la réévaluation, elle est très importante, quel que soit le screening du patient. Il faut réévaluer en permanence. Parce qu'un patient qui n'avait pas d'indication peut l'avoir, ou à l'inverse, un patient qui en avait une peut ne plus l'avoir parce qu'on a mis en place des stratégies à un moment donné et qu'on a passé le cap. Alors voilà notre feuille d'appel. Elle est assez sommaire. Elle permet pour le médecin qui va être au téléphone d'avoir, vous voyez en haut à droite, les quelques critères, les critères clés pour savoir s'il y a une indication respiratoire ou hémodynamique. On va bien sûr prendre les coordonnées du patient, savoir où est-ce qu'on rappelle si jamais il faut qu'on repasse un bilan. Quelques critères d'exclusion qui sont discutables, mais qui permettent de se rappeler finalement, est-ce que je n'ai pas oublié de demander s'il n'y a pas une cardiopathie congénitale, parce que là, effectivement, peut-être que l'indication d'ECMO, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, c'est peut-être le bloc opératoire. Est-ce qu'il y a une malformation, est-ce qu'il y a une pathologie sous-jacente qui est importante à connaître? Exemple, une dysplasie bronchopulmonaire. Je vais intégrer cette information dans la discussion et dans l'indication. Les voies centrales, les examens neurologiques. Et puis, vous voyez un petit tableau qui va permettre de noter et d'avoir une évaluation dynamique de la situation au fil des heures.
Alors, quelle est la prise en charge? Qu'est-ce qu'on peut... Parce que la question, c'était optimiser la situation. Ben, la première des choses, on va dire, quelle est l'histoire de la maladie de mon patient? Est-ce qu'il a des comorbidités cardiaques, respiratoires? Est-ce qu'il y a un contexte infectieux particulier dans le cadre du SDRA? De quand date le début du symptôme? Parce que ça va être important pour savoir quelle est la durée de ventilation qu'il a déjà avant de se poser la question de l'ECMO. Et la cinétique d'aggravation. Et ça, c'est fondamental, et on a du mal à avoir des choses parfois très, très solides sur le plan de l'evidence-based médecine, mais effectivement, la cinétique d'aggravation, ce n'est pas la même. Un patient qui, en 2 heures, va passer de « je suis intubé » à « j'ai 100% d'oxygène », ce n'est pas le même que celui qui est intubé depuis 4 jours et puis qui s'aggrave progressivement. Alors, ces critères, ils sont importants parce qu'effectivement, je vous ai parlé des critères d'exclusion, on les a en tête. Ils sont pour la plupart d'entre eux, comme on en a parlé hier, beaucoup relatifs, en particulier la ventilation mécanique, parce qu'on sait que les standards de ventilation d'aujourd'hui sont plus les mêmes que quand les études avaient été publiées il y a 10 ou 15 ans. Les troubles de l'hémostase, c'est pareil, c'est un peu au cas par cas. Et puis les déficits immunitaires, qui est une indication qui a tendance à augmenter, parce que c'est des patients qui sont de plus en plus pris en charge de manière agressive et précoce dans les réanimations. Et donc les données de la littérature, elles vont dans le sens quand même que ce n'est pas péjoratif pour tous. Et donc au cas par cas, on aura besoin du médecin référent en hématologie ou en immunologie. Le diagnostic du SDRA, il va falloir le poser. Alors, quels sont les critères? On va les voir après. Les critères, ceux qu'on avait présentés hier, donc les critères du PALIC, ceux qu'on utilise, qui sont dérivés des critères de Berlin de l'adulte. Et dans ces critères, on a effectivement la durée d'hypoxie, en général moins de 7 jours, les anomalies radiologiques, l'absence de défaillance cardiaque, et l'index de sévérité de l'hypoxie, qu'on va évaluer sur l'index d'oxygénation. Et dans les SDRA sévères, on va considérer qu'un index d'oxygénation supérieur à 16 va faire passer le patient dans ce groupe-là. Ensuite, on va avoir besoin d'un diagnostic étiologique. Alors souvent, ce diagnostic étiologique, il ne va pas trop récuser l'indication, mais il peut nous aider à savoir si on rentre dans un circuit d'ECMO, si le patient, on va probablement le sevrer vite ou pas vite. Le bon exemple, c'est éventuellement la pleuropneumopathie, avec un poumon tout nécrosé. Celui-là, on sait que la récupération en sortie d'ECMO va être longue. Ça ne va pas forcément être le même pronostic que celui qui a une bronchiolite sévère. Les marqueurs de sévérité, c'est ceux qui vont nous faire poser l'indication, qui vont nous permettre de savoir à un moment donné on en est où de ce patient, en particulier les marqueurs d'hypoxie, les marqueurs d'hypercapnie, d'acidose, et puis d'autres éléments associés. On demande souvent la radio de thorax pour savoir un petit peu comment est la compliance du poumon et comment on peut imaginer des stratégies de recrutement. Et l'hémodynamique est importante. Le patient qui a un SDRA monoviscéral qui n'a pas de défaillance hémodynamique, on n'aura pas du tout la même stratégie en UMAC ou de décision de pose d'une ECMO qu'un autre patient. Alors il y a des critères de sévérité maintenant qui sont publiés, disponibles en ligne pour les patients sous ECMO. Nous, on ne les fait pas forcément de manière systématique. Vous voyez que sur ce score qui avait été publié en 2017, on voit qu'il y a des critères de sévérité du SDRA avec le rapport PaO2 sur FiO2. On a aussi l'acidité, les comorbidités, la présence éventuellement d'un arrêt cardiaque qui grève le pronostic. Alors ces scores de gravité, on peut les faire. Nous, en pratique, pour l'instant, ils ne sont pas utilisés et ils ne sont pas validés forcément pour l'indication du NUMAC. Mais peut-être que dans l'avenir, il y a ce type de score qui pourrait nous permettre de poser précocement ou de ne pas poser précocement une indication. Je vous ai mis quelques radios pour vous illustrer le propos de tout à l'heure. Effectivement, ça nous donne quand même une idée, en fonction du type de SDRA, de l'importance du dérecrutement chez ce patient, des stratégies qu'on va pouvoir éventuellement mettre en place pour optimiser. Alors, la ventilation mécanique, c'est le premier élément majeur. On va déjà demander est-ce que la ventilation est une ventilation sans fuite, parce que si c'est une ventilation à fuite parce que le patient n'a pas une sonde à ballonner, on va avoir du mal à interpréter tous les paramètres de ventilation. Et donc, la première chose, ça va être de demander que le patient soit réintubé. Les pressions de plateau, la PEP, le volume de courant et les pressions motrices, on va voir dans la suite que c'est l'élément sur lequel on va pouvoir jouer pour adapter les choses. Puis les traitements adjuvants,
le décubitus ventral, l'OHF, le NO et la sédation. On va revoir point par point les éléments qu'on a aujourd'hui à disposition. Alors, la première situation dans laquelle on est appelé, c'est éventuellement un patient qui n'a pas d'indication d'ECMO. Et l'idée pour nous, c'est de se dire comment on fait pour éviter l'ECMO. Qu'est-ce qu'on peut optimiser pour qu'il passe le cap sans avoir besoin d'assistance. Alors, soit il est hypoxique, soit il est hypercapnique, soit il a déjà une ventilation qui n'est pas protectrice. Donc, s'il est hypoxique, on va se poser la question du recrutement alvéolaire. Et donc, on va interroger le niveau de PEP, interroger si le patient a été mis en décubitus ventral, est-ce qu'il y a des manœuvres de recrutement spécifiques qui ont été testées, est-ce qu'il a répondu à ces manœuvres, ce qui est un élément important en termes de réponse au recrutement, et est-ce qu'éventuellement l'OHF a été tenté avec les limites qu'on va voir. La ventilation minute pour épurer le CO2, c'est important parce qu'effectivement, on va pouvoir aider à ajuster des petits paramètres pour l'épuration du CO2. Est-ce que ma fréquence est adaptée? Est-ce que mon TI n'est pas trop élevé? Est-ce que je peux gagner un peu sur l'épuration du CO2? Le volume courant, est-ce que je vais pouvoir augmenter? L'OHF. Je vous ai mis hypothermie modérée. Pour l'instant, il n'y a rien de très validé dans la littérature. En tout cas dans cette indication, mais par expérience, on s'est aperçu que chez certains malades, en particulier ceux sous ECMO, qui sont vraiment limites en termes d'oxygénation parce qu'on est un peu limité sur le plan des canules, par exemple, l'hypothermie modérée peut permettre d'avoir une meilleure adéquation ventilation et épuration. Et puis si la ventilation est non protectrice, il va falloir se mettre dans les standards d'aujourd'hui. Donc l'objectif avec le collègue au téléphone, c'est de rechercher les marges thérapeutiques qu'on a encore. Et là, ça dépend effectivement du centre qui appelle, de l'expertise de la personne qui est au bout du fil. Et donc, on va discuter de savoir ce qu'il est possible de tenter encore. Alors pourquoi on a l'impression, nous, qu'il y a de moins en moins de possibilités de marge thérapeutique quand on nous appelle, c'est-à-dire en pratique, les appels, c'est de plus en plus souvent des patients qui ont été optimisés parce que tout a été fait comme il fallait. Probablement que s'il y a une meilleure diffusion des connaissances, meilleur accès aux informations, aux revues électroniques, meilleur accès aux expertises des uns et des autres au sein des congrès. Et donc ce partage-là, probablement, je pense, a permis d'homogénéiser les choses et d'harmoniser un peu les techniques de ventilation. Maintenant, on a sur nos ventilateurs modernes des choses qui sont assez reproductives d'un centre à l'autre. Les discussions avec les centres experts, ça permet effectivement, au fur et à mesure des discussions, de comprendre comment les uns et les autres travaillent et ce qu'on peut faire de mieux. Et puis peut-être que la simulation aussi a impacté sur justement des phénomènes de checklist qui font que on n'oublie rien et probablement que c'est utile. Donc pour la SDRA, on va dire la ventilation, c'est tout ce qu'on a déjà dit, tout optimiser et surtout se dire que c'est une balance bénéfice-risque, le bénéfice de l'optimisation versus la tolérance que je vais accepter en termes de capnie et d'hypoxie. Alors le décubitus ventral, l'intérêt principal, c'est de recruter des zones dorsales qui sont anatomiquement plus importantes. Donc, vous voyez un scanner où vous avez des zones collabées qui sont postérieures et des zones surdistendues antérieures. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer la réaération des zones qui sont complètement collabées. Donc on met le patient sur le ventre et on espère que ça soit efficace. Alors, ce n'est pas toujours efficace. Il y a des patients qui répondent, des patients qui ne répondent pas. Maintenant, les données dans la littérature adulte, elles sont plus solides depuis l'étude de Guérin dans le New England, qui avait montré que sur les patients les plus sévères, il y avait vraiment un bénéfice à faire du DV précoce parce que ça réduisait la mortalité. Et donc, dans les dernières recommandations, les méta-analyses dont on va voir, c'est assez acté. Chez l'enfant, pour l'instant, les recommandations du PALIC, elles étaient un peu plus frileuses parce que les données pédiatriques, elles ne sont pas énormes. Donc les données adultes, une méta-analyse récente qui a rapporté toutes les études qui avaient été faites, même les études du début des années 2000, où on avait inclus des patients assez différents. Quand on regarde en sous-groupe les patients modérés à sévères, il y a vraiment un bénéfice. Alors vous voyez que l'étude de Guérin impacte particulièrement sur la méta-analyse, parce qu'il y a une grosse cohorte. Mais donc, c'est un élément fort pour tenter le décubitus ventral. Et donc, avant de se poser la question d'une indication d'ECMO, en tout cas chez l'adulte, c'est recommandé. Chez l'enfant, il n'y a qu'une seule étude du JAMA en 2005, qui était une étude randomisée,
qui avait l'inconvénient d'avoir inclus des patients de gravité diverses, hein, vous voyez, avec des rapports PaO2 sur FiO2 aux alentours de 150. L'objectif principal, c'était est-ce qu'il y a une diminution du nombre de jours de ventilation? Eh ben, il n'y avait pas de différence dans cette étude, mais encore une fois, c'était difficile de conclure à la lumière des études actuelles, parce que des patients étaient probablement un peu inhomogènes. Donc il faudrait idéalement refaire cette étude avec des patients plus graves. On voit la difficulté en pédiatrie que c'est de faire ce type d'études, mais probablement il y aura des choses qui vont sortir. Donc aujourd'hui, comment on prévoit le décubitus ventral? À la phase précoce, de manière prolongée, au moins 16 heures par jour. Et en fonction des centres, les durées, elles sont variables. Nous, par exemple, on fait 20 heures sur 24, ce qui permet de faire une période de 4 heures le matin pour faire les échographies, les soins, etc. Et le reste de la journée, à partir de midi, on les remet sur le ventre. Il faut débuter précocement. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le voit. Sur les autres stratégies, en dehors du décubitus ventral, le reste, il y a quand même un niveau de preuve qui est moins solide. L'ENO a beaucoup amélioré les SDRA néonataux, mais en pédiatrie, les dernières revues de méta-analyse ne montrent pas de bénéfice en termes de survie. Donc, s'il y a une HTAP évidente ou documentée qui n'est pas liée directement au niveau de ventilation, ou en tout cas on s'est amendé d'un problème lié à la ventilation qui induit l'hypertension pulmonaire, dans ces cas-là, il y a peut-être un intérêt à essayer le NO et de voir si le patient répond, au moins en termes d'hypoxie. Ça peut permettre de passer un cap et de se dire, bah voilà, on évite les coups. Les curares, de bénéfices en termes de synchronisation patient-ventilateur et de diminution des besoins en oxygène. L'étude Accurasis qu'avaient publié les réanimateurs adultes de Marseille avait clairement montré qu'à la phase précoce, de mettre des curares diminue la mortalité, mais il ne faut pas les utiliser trop longtemps. Chez l'enfant, on n'a pas d'études qui prouvent la même chose. Vous voyez que dans cette étude, quand même, les patients étaient relativement graves, avec des PEP élevés, des volumes courants qui étaient contrôlés, donc avec des standards de ventilation qui sont ceux d'aujourd'hui. Sur l'OHF, il y a encore un débat en pédiatrie. Le débat adulte, il existe en tout cas aujourd'hui quasiment plus. Les deux études du New England en 2014, anglaise et nord-américaine, avaient montré clairement qu'il n'y avait pas de bénéfice. Il y avait même, l'étude anglaise, il y avait une aggravation chez les patients qui étaient ventilés en OHF. Évidemment, on peut discuter des paramètres qui étaient utilisés. Mais en tout cas, pour les adultes, il n'y a pas d'indication. En pédiatrie, probablement qu'il y a encore une indication. Et là, peut se discuter au téléphone sur une indication du MAC, la possibilité d'essayer l'OHF. On va probablement dans une situation avant l'ECMO, quand on sait que l'ECMO est inévitable ou qu'il y a une indication en attendant l'équipe, peut-être que ça peut être utile. Il y a une méta-analyse, pas une méta-analyse, pardon, une revue rétrospective dans le JAMA pédiatrique qui avait regardé sur une grosse cohorte l'efficacité de l'OHF précoce versus tardif et versus ventilation conventionnelle. Il y avait une augmentation de la mortalité dans le groupe OHF, donc ce n'était pas très en faveur. Et une autre étude plus récente qui avait montré que l'OHF précoce ne semblait pas non plus avoir un intérêt sur la durée de ventilation. Donc il ne faut peut-être pas complètement mettre ça au baquet, mais de screener particulièrement les situations qui peuvent être favorables. En tout cas, ça veut dire qu'au téléphone, si on a un appel, il faut avoir testé ou avoir au moins discuté de tout ça. Le réanimateur au bout du fil, il peut dire bah non, on n'a pas testé ça parce qu'on a tel élément qui sont en défaveur. En dehors, je pense, du décubitus ventral qui doit, à mon sens, mais c'est qu'on peut en discuter évidemment, doit être tenté dans les SDRA où on a l'impression que radiologiquement, il y a quand même un poumon qui est très très dérecruté. Mais l'instabilité de ces patients, parfois, est discutable. Donc quand on a fini tout ça, on est peut-être aussi sur les critères d'assistance. Et donc, je vous rappelle les critères que nous, on a retenus, en tout cas dans la littérature. L'index d'oxygénation supérieur à 40 chez un nouveau-né. Et puis les critères pédiatriques qui sont plus basés sur le rapport PaO2 sur FiO2, avec la durée. La durée est importante, la cinétique, parce qu'encore une fois, à un moment donné, on peut avoir les critères, et puis la stratégie fait que 2 heures après, on est un peu sorti de la zone rouge. Donc cette cinétique est importante, mais ce n'est pas toujours facile.
Quand on vous appelle, et là en ce moment il a 45 de PO2 sous 100%, c'est toujours simple de se donner du temps en se disant bah, on se rappelle dans 3 heures. Ouais, mais il a quand même 70 de SAT, dans 3 heures, je ne sais pas où il en sera. Alors la deuxième situation de l'appel, c'est il y a une indication claire, mais il faut stabiliser le patient avant que l'équipe arrive, parce qu'on sent qu'il est dans une situation qui échappe. Donc là, la question d'optimiser la ventilation protectrice, etc., c'est plus d'actualité. On va être dans une ventilation probablement plus protectrice, mais il faut à tout prix éviter l'arrêt cardiaque hypoxique. Donc on va préférer ventiler le patient, le recruter, ventiler un petit peu fort. Et si on a 85 de SAT, c'est mieux que d'avoir 50 au moment de la cannulation. Et encore mieux de ne pas devoir cannuler en arrêt cardiaque. Donc là, c'est vraiment la deuxième situation. C'est en attente de l'équipe qui se déplace. Eh ben, on souffle un peu dans le poumon. Donc voilà tous les aspects qu'il faut aborder sur un plan SDRH. Je pense qu'effectivement, une checklist, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant, même si l'expertise de tous les centres, je pense que c'est des choses qu'on connaît, mais parfois, il y a des choses qu'on oublie. Donc ça peut être utile. Alors sur la prise en charge hémodynamique, c'est un peu plus complexe parce que les situations sont différentes. La première situation, c'est j'ai un patient qui a un choc septique ou cardiogénique. Et j'ai envie de dire, si jamais l'appel tombe à trousseau, on va avoir besoin d'un avis cardiologique. Parce que la question, c'est si c'est une myocardite ou si c'est une décompensation d'une pathologie cardiaque. Oui, l'équipe du MAC, elle peut se déplacer pour mettre l'ECMO, mais la question d'après, c'est quoi le devenir de ce patient? Est-ce que c'est raisonnable de mettre l'ECMO? Ça, on n'a pas forcément, quand on reçoit l'appel, toutes ces informations-là. Donc d'avoir un centre ou d'avoir une collaboration avec des cardiologues et des réanimateurs de chirurgie cardiaque, c'est utile dans ces situations qui sont des situations d'urgence. Donc ce n'est pas toujours facile de savoir qui j'appelle à 22 heures pour avoir un avis sur cet appel. Mais je pense que c'est important. Les marqueurs de gravité sont un peu les mêmes que le choc septique ou cardiogénique. On va raisonner en défaillance d'organes, en termes de niveau de vasopresseur, en termes de défaillance circulatoire et d'impact en termes de lactate, de débit cardiaque. Et est-ce que mon patient a fait un arrêt cardiaque pré-ECMO, ce qui, dans ces cas-là, va aller fortement dans le sens de l'indication. Et puis la prise en charge, comment j'optimise ma prise en charge, on va voir les différents aspects. C'est un peu plus compliqué, je trouve, parce qu'effectivement, l'hémodynamique, c'est plusieurs aspects entremêlés, et sur quels aspects on va pouvoir jouer en fonction de chaque patient, c'est un peu différent. Donc l'état de choc, c'est quoi? Je vous mets ce diaporama, mais vous le savez. Bah, la première chose à normaliser ou optimiser, c'est la macrocirculation, donc c'est le débit cardiaque. Donc quelles sont les stratégies qui vont pouvoir permettre d'améliorer le débit cardiaque? 1, jouer sur la précharge, le remplissage. 2, jouer sur l'inotropisme. 3, jouer sur la distributivité du débit cardiaque, donc sur les vasopresseurs et la perfusion des organes. Et puis il y a un autre aspect, c'est quel est l'état de ma microcirculation, comment mes organes sont perfusés et quels sont les marqueurs que j'utilise, la SCVO2, le lactate, éventuellement la NIRS, pour me faire une idée de l'état de perfusion générale. Alors choc septique, la définition vous la connaissez, il n'y a rien de... C'est une insuffisance circulatoire, une adéquation entre les besoins et les apports. Et donc, il y a des recommandations de la Surviving Sepsis Campaign qui nous donnent des informations sur la conduite à tenir et à suivre. Mais en général, on n'est pas appelé à la phase initiale, on est appelé quand on a déjà toute cette séquence, c'est-à-dire que le patient a été rempli de manière rapide, que l'échec de l'optimisation du remplissage a conduit à la mise en place de vasopresseurs, en particulier l'indication de la noradrénaline, et que si je suis réfractaire aux amines, eh ben, je vais considérer que dans ces cas-là, choc septique réfractaire aux amines, il y a peut-être une indication à l'ECMO. Là, les questions qui vont se poser, c'est quoi les doses de catécholamine au-delà desquelles c'est déraisonnable et où il faut poser l'indication? C'est quoi la défaillance multiviscérale qu'on considère être comme trop importante? Et les stratégies non conventionnelles, quelles sont leurs places? Est-ce qu'on attend d'essayer des choses comme ça, comme l'hémofiltration au volume, la vasopressine, ou est-ce qu'on va directement à l'ECMO? Alors, il n'y a rien de encore très consensuel, mais il y a des avancées depuis quelques années sur la définition du choc septique réfractaire. Ça, c'était un travail qui a été publié en 2016 par l'équipe de Pierre Tissière sur un travail européen sous l'égide de l'ESPNIC.
La question posée, c'était peut-on définir le choc septique réfractaire? Donc les centres avec les experts étaient conviés à répondre à un certain nombre de cas cliniques et qu'à la sortie des cas cliniques, ils essayaient d'évaluer quels étaient les marqueurs qui sortaient. Les marqueurs qui sortaient de manière assez consensuelle, c'était l'importance de la lactatémie, au-delà de 8, avec un accord fort entre les experts, un score vasopressif supérieur à 200. Donc 200, ça veut dire j'ai 2 gamma km d'adrénaline ou de noradrénaline. Le débit cardiaque effondré avec une mesure échographique, la FEVG, et puis éventuellement d'autres associations de défaillance d'organes. Donc ils avaient retenu plusieurs critères, le débit cardiaque indexé inférieur à 2 litres mètre carré, la FEVG inférieur à 25%, le score vasopressif et le lactate. Et ils ont montré qu'avec ce score, ils arrivaient avec un score composite à montrer qu'effectivement ceux qui avaient un score supérieur à 2,5, qui était 2 critères sur 4 à peu près, avaient nettement plus de risque de décéder que ceux qui avaient un score normal. Donc, c'est des critères qui ont l'air d'être assez reproductibles dans la communauté médicale, mais quand même, à mon sens, un peu tardif, parce qu'on sait que le lactate à 8 ou 10, c'est déjà trop tard. Il est en choc cardiogénique, il est en choc septique réfractaire, mais il l'était déjà peut-être avant. Et donc probablement qu'il faut avoir des critères un petit peu plus précoces quand on veut appeler un centre du MAC, pour que justement on ne soit pas dans cette situation-là, parce que si on a 10 de lactate, on va voir qu'il y a toute la machine à mettre en place pour que l'équipe se déplace, et ça ne veut pas dire donc que l'ECMO sera posé immédiatement. Dans le cadre du choc cardiogénique, les définitions, elles sont aussi relativement homogènes. Chez l'adulte, avec une défaillance du débit cardiaque, et chez l'enfant, ça va être la même chose avec des signes de défaillance circulatoire. Donc la première question que va se poser le médecin qui répond à l'appel du MAC, ça va être: est-ce que j'ai un choc septique réfractaire? Est-ce que je peux optimiser l'hémodynamique sur les éléments qu'on m'a donnés? Et donc vous avez tous ces éléments-là, et c'est pas facile. C'est pas facile de dire est-ce qu'il faudrait plutôt remplir, est-ce qu'il faudrait plutôt augmenter les vasopresseurs. Donc ça, c'est surtout le médecin qui vous appelle, qui a une idée de la cinétique d'aggravation du patient, des stratégies qu'il a tentées, qui ont répondu ou pas, et c'est avec lui qu'on va pouvoir savoir si on est déjà dans une situation qui s'approche de l'indication. Dans le choc cardiogénique réfractaire, ça va être la même discussion. Et donc, cette recherche de marge thérapeutique, si elle existe, elle est importante à ce moment-là. Voilà tous les aspects sur lesquels il faut jouer. Sur le choc cardiogénique en particulier, il y a des diagrammes comme ça qui nous permettent de raisonner un petit peu. Est-ce que c'est un patient qui a une situation congestive et qui a besoin plutôt d'inotropes ou plutôt de vasodilatateurs? Donc ça va dépendre de l'aspect clinique du patient. Et encore une fois, le médecin qui régule l'appel, il n'a pas ces éléments-là. Donc vous êtes complètement dépendant de l'interlocuteur et des informations qu'il vous donne. Et c'est ça qui fait toute la difficulté de la régulation, qui s'apparente à une régulation du SAMU, en fait, la difficulté de pouvoir interroger votre correspondant et d'avoir des informations fiables. Sur le choc cardiogénique, si on prend les recommandations qui ont été éditées il n'y a pas très longtemps chez l'adulte, chez l'adulte, la recommandation, c'est on peut utiliser la noradrénaline si on a besoin d'avoir une action vasopressive, même sur un choc cardiogénique. On peut éventuellement utiliser l'adrénaline, mais la recommandation de l'utilisation était un peu moins systématique. Dobutamine en première intention, et le lévosimendan, je laisse, si vous voulez, on peut en discuter évidemment, qui chez l'adulte en tout cas n'a pas la place, mais encore une fois, le cœur du petit n'est pas celui de l'adulte. En tout cas, il y a des choses importantes dans certaines études qui sont que chez les patients adultes, encore une fois, les inotropes peuvent aggraver aussi la situation de certains patients. Et donc c'est important de ne pas toujours garder à l'esprit que le choc cardiogénique, il faut mettre des inotropes. Il faut aussi lever la post-charge. Il faut aussi améliorer le remplissage si par ailleurs il a une hypovolémie associée. Donc l'inotropisme c'est bien, mais ce n'est pas la seule stratégie sur laquelle on peut jouer. Et donc vous voyez, dans certaines séries, les inotropes étaient associés à une surmortalité. Alors, avec le biais de savoir si effectivement les patients les plus graves, ils ont besoin de plus d'inotropes, ce qui est possible. Donc, un algorithme avait été édité dans la revue
réanimation en 2012 par Olivier Brissot. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, les recommandations ont été adaptées dans Annals of Intensive Care quelques années après. Donc l'idée, c'est l'anamnèse est importante pour savoir la situation clinique du patient. Quels sont mes signes d'insuffisance cardiaque? Est-ce que j'ai évalué le patient sur le plan échographique et les marqueurs biologiques aussi? Et à ce moment-là, le traitement étiologique, est-ce que j'en ai un à faire? Si c'est une myocardite, est-ce que je mets des corticoïdes, des immunosuppresseurs, etc. Et puis, je vais adapter ma ventilation mécanique, invasive, non invasive, adapter les conditions de précharge et de post-charge. Donc ça, c'est des choses qu'on va discuter avec le médecin au bout du fil. Traitement inotrope. Donc, on peut utiliser soit en première intention la dobutamine, l'aminorénone et le lévosimendan plutôt en seconde intention, et les vasopresseurs, adrénaline ou noradrénaline, en fonction de l'état clinique du patient. Et si tout ça fait qu'on considère qu'on est au-delà des ressources, eh ben, l'indication d'ECMO va se poser. Alors, chez nous, voilà les indications qu'on a retenues, au moins pour se poser la question de se dire il faut y réfléchir. Le choc septique, c'est le choc septique qui n'a pas forcément systématiquement une défaillance cardiaque. Celle qui a une défaillance cardiaque qu'on a définie, celui-là probablement qu'on va le surveiller d'encore plus près, mais on peut être amené à proposer une ECMO pour un choc hyperkinétique pour lequel malheureusement on sent qu'il y a une défaillance qui s'installe avec une lactatémie qui augmente, avec un patient qui échappe au traitement qu'on instaure. Et c'est vrai que dans certains cas, ces patients qui sont mis en ECMO pour des chocs hyperkinétiques, une fois sous ECMO, parfois ils font l'arrêt cardiaque sous ECMO. Donc il ne faut pas arriver jusqu'au moment où le cœur il va non pas être défaillant progressivement, mais il va s'arrêter. Et donc c'est les patients les plus difficiles à screener. Et puis dans la défaillance cardiogénique, les critères qu'on avait retenus, c'était là aussi le débit cardiaque inférieur à 2 litres de mètre carré, la défaillance sur le plan de l'ITV et encore une fois la cinétique, c'est très important, du lactate et de la défaillance d'organes. Si on est sur une cinétique défavorable, il va falloir probablement agir plus vite. Donc la situation 2, c'est qu'il y a une indication d'ECMO, clairement. Donc on va mettre en place l'unité mobile. Et donc comment là je peux optimiser encore avant l'arrivée? Eh ben, on va faire un peu ce qu'on peut. On essaye d'augmenter les drogues, peut-être de continuer à remplir. L'objectif là, c'est d'éviter l'arrêt cardiaque avant que l'équipe arrive. Parce que dans ces cas-là, le pronostic, comme vous le savez, est beaucoup moins bon. Je n'ai pas parlé de la situation de l'arrêt cardiaque, parce que là, la régulation, on peut avoir des appels pour la régulation du max sur un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, notre politique et notre stratégie, c'est de dire qu'on ne peut pas partir sur une UMAC, sur un arrêt cardiaque extra-hospitalier, ni en termes de réactivité, ni en termes probablement de pronostic pour ces patients. Donc, il y a des équipes adultes qui font ça, avec des discussions, des résultats qui sont relativement encore décriés. Donc c'est quand même quelque chose qui pour l'instant me semble un peu déraisonnable. Et donc cet appel que vous allez réguler, vous allez devoir aussi discuter avec votre interlocuteur des contraintes que vous avez sur le centre du MAC. Et ça, ces contraintes, elles ne sont pas forcément connues du centre qui appelle. Le centre qui appelle, il veut une réponse, savoir est-ce qu'il faut venir ou pas, est-ce qu'il faut transporter le patient. Et même s'il y a une indication du MAC, il faut bien comprendre que le délai d'organisation, ce n'est pas immédiat. Même quand on a les ressources médicales sur place dans la journée, qu'il y a un délai de mise en place du matériel, même si on peut avoir des sacs tout préparés, on a quand même par exemple le sang reconstitué, donc, qui est souvent quand même nécessaire pour les tout petits, et puis l'organisation du transport. Voilà, nous on n'a pas de camion de SAMU sur place, donc on est dépendant de quelqu'un qui nous amène soit à l'héliport, soit qui vient nous chercher pour nous amener sur le lieu d'intervention. Et donc tout ça prend du temps, donc il faut intégrer ces contraintes dans le raisonnement et dans l'anticipation pour aller implanter l'ECMO. Voilà, donc pour conclure, ce qui est très important à mon sens, c'est d'appeler précocement les centres, un centre qui a une UMAC, même si le patient n'est pas dans une situation déjà complètement au bout et qu'il y a encore des choses qui sont à faire, ce n'est pas grave. Ça permet encore une fois d'avoir une cinétique pour nous, d'avoir un point à un moment donné et de se dire, voilà, on se rappelle dans 6 heures. Dans 6 heures, on en est où? Dans 6 heures, ça s'est stabilisé. Ah, bien, donc peut-être que là, ça va aller. Et puis, ça nous permet aussi d'anticiper sur toute la mise en place, de dire, voilà, si cette nuit, il y a quelqu'un qui part, quelle organisation, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous. Même si c'est chronophage, c'est plus facile d'avoir anticipé les choses et d'éviter
d'avoir un appel in extremis avec un patient qui est quasiment en arrêt cardiaque, où là, on se dit on y va, mais il y a le stress d'arriver en se disant si on arrive qu'il est déjà en arrêt, c'est dommage pour ce patient. Voilà. Je vous remercie. Merci pour ce topo. J'avais une question, je profite un peu de votre présence parce que c'est une question qu'on s'est posée à Lyon il y a 1 ou 2 semaines dans le cadre d'une réunion qu'on a eue sur l'ECMO. Qui part? Est-ce que vous avez une ligne d'astreinte dédiée? Qui pose? Et quel est le délai que vous parliez là d'un délai, d'estimer les délais? Quels sont vos délais moyens? Bien sûr, ça dépend du centre qui vous appelle, du trajet sur la route, mais quels sont vos délais moyens entre le moment où on vous appelle, le moment où vous posez l'ECMO? Alors pour la première question, comment on s'organise? Donc on n'a pas de chirurgie cardiaque, donc déjà sur place. Donc le chirurgien, c'est un chirurgien généraliste qui pose les canules d'ECMO chez nous. Donc c'est eux qui sont formés à la canulation chirurgicale et percutanée aussi. Donc il y a toujours besoin d'un chirurgien. Soit le chirurgien, il est de l'équipe de Trousseau parce qu'il était disponible, soit ça arrive de temps en temps qu'il n'y a pas de possibilité pour eux, pour des raisons d'organisation. Dans ces cas-là, on trouve souvent sur place un recours avec un chirurgien qui s'est posé des canules, soit un chirurgien cardiaque adulte qui va poser des canules chez un enfant. Donc souvent, il y a une solution possible localement. Il y a toujours un réanimateur de l'équipe et il y a toujours une infirmière formée au débulage du circuit qui va faire office de perfusionniste chez nous. Donc c'est au minimum une équipe de 3. Ça, c'est pour la première question. Le délai après de mise en route, on a beaucoup amélioré les délais parce que maintenant on a des sacs tout faits, scellés, etc. Et donc on perd moins de temps. Il y a le délai incompressible du sang reconstitué, c'est à peu près une vingtaine de minutes. Et après, on va dire que le temps de réunir l'équipe, si l'équipe sur place, il y a déjà une infirmière qui travaille, on peut partir dans l'heure. Dans l'heure, c'est possible de partir. Après, évidemment, la distance à parcourir. Si on va sur Clermont-Ferrand ou si on va sur Robert Debré, évidemment, on n'a pas du tout le même délai d'action et les moyens ne sont pas les mêmes non plus. On travaille avec la sécurité civile de Paris. Et donc, quand on a besoin de partir vite sur une intervention loin, en dehors de l'Île-de-France, on part avec eux, ils nous laissent sur place. Et après, une fois qu'on a posé l'ECMO, on va pouvoir revenir par la route, qui est un moyen quand même beaucoup plus stable pour ramener ces patients. Et vous avez une ligne d'astreinte dédiée, c'est-à-dire que quand vous partez, vous ne déshabillez pas Alors, on n'a pas de ligne d'astreinte, parce que comme on a déjà une astreinte ECMO sur site, pour les jeunes seniors, c'est compliqué d'avoir une deuxième liste d'astreinte. Donc, on s'organise en interne. En interne, qui peut partir, d'où l'intérêt d'avoir un appel précoce qui nous permet d'anticiper. Et puis, on va faire des roulements entre celui qui était de garde, celui qui va être de soins. Donc, ça nécessite une réorganisation assez rapide. C'est du volontariat. C'est du volontariat. Ouais, alors, c'est du volontariat, mais celui qui part, et l'équipe qui part quand même, est couvert par l'administration, et 2, est payé pour son déplacement et son travail fourni. Ce qui Et quand ça arrive, par exemple, l'appel samedi minuit, vous appelez les gens chez eux? Alors c'est le pire, c'est-à-dire le week-end et les nuits. Ouais. Parce qu'à 2 h du matin, quand vous avez l'appel, vous vous dites « j'appelle qui ?» Parce que dans la journée, on peut en discuter. La nuit, c'est « j'appelle qui en priorité ?» D'où l'intérêt, quand c'est possible, effectivement, d'avoir déjà réfléchi à cette question avant et de s'être dit, si ça arrive ce soir, si le patient il nous rappelle et il décompense, qui est-ce qui est capable de partir? Là, on gagne du temps. Sinon, on l'appelle en pleine nuit, il faut appeler tout le monde. Là, par contre, on a des délais d'intervention qui vont forcément augmenter. On perd facilement 1 heure ou 2 heures à savoir qui est Ça vous fait combien du MAC par an? On est entre 15 et 20 pour l'instant. Merci. Moins de 30 minutes. Ouais, si c'est très près, si c'est Robert Debré par exemple. Oui, oui. C'est-à-dire l'équipe qui part, vous posez l'indication et vous êtes dans le camion. Oui, 30 minutes. Ça, le minimum, c'est le délai pour avoir le sang reconstitué. Si l'équipe elle est sur place parce qu'il y a déjà quelqu'un, etc., on peut partir quasiment tout de suite, le temps d'avoir le sang. Quoi. Oui.
Comment c'est possible? Alors, on a une... Alors, on a un établissement français, un centre à Trousseau qui, déjà reconstitue du sang depuis très longtemps pour nos UMAC, pour nos ECMO. Et ils ont été partie prenante complètement de ce projet dès le départ. Et pour eux, c'était... quand on part, on n'a pas... Soit on a le nom du patient et on fait une feuille avec du sang reconstitué avant. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent contact avec le centre qui appelle. Ils essaient d'avoir le groupe et de nous faire du sang reconstitué optimal. Sinon, c'est du O négatif. Et on régularise après tout ça. Donc, ils acceptent la régularisation après, sans avoir d'étiquette, etc. C'est super, parce qu'effectivement, sinon, ça nous complique pas mal la vie. Oui. Je voulais savoir, toujours dans le côté du temps, combien de temps en moyenne, de temps médical, ça occupait une régulation au téléphone? Et est-ce que c'est exclusivement au téléphone? Est-ce que vous utilisez des moyens annexes pour avoir des documents, style photo de radio, des trucs comme ça, envoyés par SMS? Est-ce que vous avez des petits trucs? On pose la question du temps nécessaire à la régulation médicale et si c'est exclusivement par téléphone ou si on peut imaginer finalement une télémédecine, télémédecine comme ça se fait dans certains SAMU. Un truc très intéressant avec des Google Glass et tout ça. Alors, côté télémédecine, qu'est-ce qu'on demande comme info? Les radios. On demande souvent aux médecins, tu nous fais la radio, tu nous l'envoies sur le smartphone, comme ça on a une idée. Ça peut être les paramètres gazométriques en temps réel. Alors, tu fais un bilan dans 3 heures, donc ils ne nous rappellent pas, ils nous envoient. Donc c'est un petit peu comme ça. Après, les délais de régulation, c'est sûr que si l'indication d'ECMO elle est posée tout de suite, la régulation est courte. Si on est sur des choses anticipées, la régulation elle se répète. Et puis alors à l'extrême, il y a de temps en temps des appels de l'étranger pour des patients. Et alors là, les régulations, pour l'instant, ça veut dire que ça peut occuper un médecin pendant plusieurs heures en continu, histoire d'avoir les... Donc ça c'est un peu à part, et pour l'instant, ça c'est pas encore cadré dans comment on régule des appels à l'étranger. Est-ce qu'il vous est arrivé de partir, d'arriver sur place et de réanimer le malade sur place et de rentrer sans le patient et sans le patient sous ECMO? Oui. Alors ça nous est arrivé tout au début sur un patient à Clermont-Ferrand pour lequel il y avait une indication d'ECMO sur une atteinte respiratoire. Et au moment de cannuler le patient, enfin de tenter de cannuler le patient, on s'est aperçu qu'il y avait une thrombose jugulaire parce qu'il avait eu un PAC et que ce test-là, à ce moment-là, on ne demandait pas systématiquement cette information. Et donc on s'est retrouvé avec une impossibilité de poser une ECMO véno-veineuse. Il y avait, la voie jugulaire était impossible. Et donc on est reparti sans le patient. Voilà. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'améliorer vous-même le patient sur place, d'un point de vue réanimation pure? Parce que nous, c'est arrivé et c'est un peu délicat comme situation par rapport à l'équipe qui a demandé notre aide, et je voulais savoir si... Alors, j'ai un souvenir avec Sylvain il n'y a pas très longtemps d'une petite qu'on est allé chercher à Dijon pour un choc cardiogénique. Il nous appelle pour dire là, elle vient d'arriver en réa, on ne la connaît pas, elle n'a pas d'antécédent, elle est en choc, le lactate est à 9, elle est sous... Donc c'était un peu la catastrophe. Et puis donc on dit on y va. Et quand on arrive, il y avait la cinétique d'amélioration parce qu'ils avaient mis la dobutamine, etc. Et elle avait bien répondu. Et donc on s'est retrouvé devant un patient qui n'avait plus à ce moment-là les indications d'ECMO. Et bien sûr, il fallait quand même le ramener sur un centre de chirurgie cardiaque. Et la question c'est, est-ce qu'on met l'ECMO pour un transport qui va être long de plusieurs heures, ou est-ce qu'on prend le risque de ne pas mettre l'ECMO et de transférer ce patient comme ça aurait été le cas avec un SAMU? Donc c'était une discussion pas facile. Là, il a fallu passer des petits coups de téléphone avec l'équipe de Necker, savoir comment ils jugeaient le patient. C'était probablement une cardiomyopathie sous-jacente non connue, dilatée. Et donc, voilà. Au final, on a dit, non, on ne va pas mettre l'ECMO. On va prendre le risque. On l'a surveillé sur place quelques heures et on l'a transféré sans ECMO. Et vous estimez à combien de temps la mobilisation de l'équipe? C'est-à-dire entre le moment où... alors, je sais bien que ça dépend forcément de là où vous allez, mais pour un temps de transport qui va être d'1h30, on va dire, aller, 1h30 retour, ça mobilise une équipe combien de temps? Le minimum, même si on est sur l'Île-de-France, le minimum c'est 6 heures. Ouais.
Et quand on est en dehors d'Île-de-France, c'est 12 à 12 heures. Ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué. Moi, je voulais poser une question par rapport aux checklists. Donc, c'est intéressant parce que ça rebondit un peu sur les questions précédentes. En fait, on a tous l'impression que les checklists, c'est très utile. J'ai l'impression que ça va vous faire gagner aussi du temps de régulation médicale, etc., etc. Nous, on avait intégré également dans la checklist la taille de la sonde d'intubation. On s'est rendu compte par expérience que c'est un certain nombre de patients, en tout cas j'en ai un en tête, avait pu bénéficier d'un sevrage ventilatoire précoce alors qu'il était supposé avoir une ECMO, juste en changement le diamètre de la sonde de 3 à 3,5. Et ça vous paraît surprenant, mais je vous assure, c'est une histoire réelle. Donc évidemment, ça fait gagner énormément de temps. Seulement, il va falloir, comme le disait Virginie, il va falloir être capable de faire comprendre aux professionnels qui est expérimenté à l'autre bout du téléphone que les conditions sine qua non pour venir poser une ECMO, c'est de changer la sonde, alors que l'individu en face se considère comme étant professionnel aguerri, et il l'est, mais il n'a pas envie de changer la sonde parce que la situation est tellement désespérée pour lui qu'il faut mettre une ECMO. Donc c'est pas forcément simple. Et du coup, les checklists, vous les avez utilisées. Depuis que vous les utilisez, vous avez l'impression qu'il y a une réorientation des patients justement vers le transfert non assisté, mais vers un centre. Est-ce qu'il y a vraiment un changement important avec l'utilisation de ces checklists? Alors après, il y a deux stratégies, on pourra en parler, parce que les centres UMAC, les différents centres français n'ont pas la même approche. Notre approche, nous, c'était pour la question du transfert et est-ce que les patients... c'était plutôt de se dire, il y a peut-être un intérêt quand même, au final, à ce que le patient reste là où il est. Et qu'on soit sur une gestion collaborative où on essaye au maximum de ne pas transférer le patient. Et que lorsque le patient n'est plus transférable, parce qu'il est trop instable ou trop hypoxique, dans ces cas-là, l'UMAC intervient. Mais ça veut dire que le centre avec lequel on collabore, ils doivent être complètement partie prenante. Il faut qu'il y ait effectivement des checklists, mais qu'il y ait une interrelation entre les deux. Parce que sinon, l'autre stratégie, c'est de se dire, oh là là, on m'appelle, et est-ce qu'il ne faut pas faire ramener le patient très vite sur un centre d'ECMO, parce que finalement, autant qu'il soit sur un centre qui a l'expertise pour gérer tout ça, l'optimisation comme on peut, plutôt que d'être au téléphone avec les gens. Ça dépend un peu d'où on vient. On a eu cette discussion aussi pour quand on a des appels de la Martinique, par exemple. La Martinique, de toute façon, on peut pas y aller comme ça. Donc forcément, il faut être sur une collaboration locale en déléguant des compétences. Donc je pense que ça dépend aussi de qui appelle, quel est l'intervenant, quelle est l'expertise du centre. C'est vrai qu'on voit une différence quand même entre les services des réa néonatales et les réa pédiatriques dans justement la gestion des SDRA graves ou des chocs septiques. Ce n'est pas tout à fait les mêmes approches quand même. Donc là, effectivement, on peut être parfois dans la difficulté en se demandant si, au bout du fil, la personne, elle va vraiment faire ce qu'on lui dit. Si on lui dit, il faut que tu tentes le DV, est-ce qu'elle va le faire? Parfois, on a des surprises. 2 heures après ou 3 heures après, vous l'avez fait? Non, on ne l'a pas fait. Ah, ça, c'est compliqué. Alors, mais très rapidement, cette checklist ou ces critères d'indication, est-ce que vous les avez diffusés sur les centres de votre bassin d'intervention? Alors, on ne les a pas diffusés de manière très large. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire une diffusion locale, c'est-à-dire qu'on va, depuis 1 an à peu près, on essaye régulièrement d'aller sur les centres avec qui on collabore et on travaille beaucoup. Ça met du lien, ça met de l'humain, oui. Et puis ça permet justement d'en discuter plutôt de vive voix. La dernière question corollaire, est-ce que cette diffusion a fait augmenter le nombre d'appels ou ça l'a baissé? Non, je ne crois pas que ça ait joué sur le nombre d'appels. Je pense que si la diffusion... C'était des centres qui savaient déjà ce que vous faisiez, et vous avez juste... mais vous n'avez pas diffusé l'information plus large. Non, mais je crois que ce qui a diffusé, c'est le fait que maintenant il y a des UMAC pédiatriques et que cette information-là a diffusé. Non, mais c'est sur le côté anticipé, appeler rapidement... Alors non, mais ça on essaie au fur et à mesure avec les différents centres de leur passer ce message. Merci Pierre. On va reparler.